Monceau, Maître Pérez, Maître Roland Pérez est avec nous aujourd'hui. Vous avez peut-être vu dans Enquête d'action sur W9 ce reportage sur les coulisses de la livraison à domicile. On trouve que c'est super, hein, le livreur Amazon qui sonne en bas de chez vous quelques heures après votre commande. Vous allez voir que les coulisses, en revanche, eh bien, font frémir. On va voir un extrait de ce reportage. C'était sur W9, on en parle après avec vous. Ils sont présents sur les plateformes, mais ne possèdent aucun restaurant. Alors, pour satisfaire leurs clients, ils louent un espace dans ce genre d'entrepôt pour cuisiner nos burgers, nos pâtes ou nos pizzas. Aujourd'hui, le modèle de la Dark Kitchen, c'est un modèle qui est vraiment beaucoup plus attrayant, moins risqué que la restauration traditionnelle. Il n'y a pas de sujet de fonds de commerce, il n'y a pas de gros investissements. Ici, on a uniquement des personnes en cuisine. Donc forcément, les restaurateurs ont moins de personnel à employer pour leur business. Bien. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on reste un petit peu Maître Pérez. On se demande la livraison effectivement à domicile, évidemment, de la nourriture qu'on commande, parce qu'on n'a pas le temps de faire cuire des pâtes quand on rentre du boulot, on n'a pas du tout envie. Qu'est-ce que vous dites quand on voit ce reportage? En fait, d'abord, le confinement a totalement bouleversé nos habitudes aux uns et aux autres. Il faut savoir qu'après 2020, ces plateformes de cuisine ont été clos partout, on les a vues partout, et ce qu'on appelle ces dark cuisines, c'est-à-dire ces cuisines qui ont été louées, sous-louées parfois dans des locaux qui ne sont même pas déclarés à la préfecture. C'est légal ça ou pas, Maître? Non, parce que la sous-location peut être légale, mais la première obligation est de se déclarer à la préfecture pour qu'on puisse faire des contrôles d'hygiène. Vous savez que depuis 2013, il y a une formation pour tous ceux qui cuisinent et qui cuisinent à l'attention du public. Il y a une formation hygiène qui dure à peu près 48 heures, 2 jours où on doit, alors c'est pas un diplôme qu'on va vous donner, mais on va vous donner toute une formation microbiotique, une formation pour les nuisibles, et tout cela quand ces cuisines ne sont pas déclarées, quand ces cuisines sont sous-louées dans des locaux qui existent, parce que les petits malins ont trouvé le marché, c'est-à-dire qu'ils prennent des grands locaux, ils sous-louent plusieurs cuisines, et puis les plateformes existent, mais si la préfecture veut savoir tel nom, telle plateforme, où la trouver, elle ne la trouve pas, parce qu'en réalité, il n'y a pas de déclaration véritable. Oui, mais comment c'est possible que les plateformes ne vérifient pas? N'importe qui peut ouvrir dans sa cuisine Vous ouvrez une plateforme, de la livraison. vous savez, le droit commercial et le droit du travail, ça peut être parfois deux choses totalement antinomiques. Le droit commercial, c'est la liberté de s'installer, donc vous avez une immatriculation, vous créez une société, vous créez une activité de traiteur, de cuisine, c'est ce qui se passe, et ensuite, lorsque vous prenez des locaux, vous faites une sous-location, et c'est là où il faut pister véritablement qui sont ces dark cuisines et dans quelles conditions ils cuisinent. Ce que vous allez recevoir chez vous, est-ce que véritablement il a été préparé, confectionné dans des règles de protection de l'hygiène, et ça, vous ne le savez. On n'a aucune garantie, Isabelle. Mais justement, au moment du confinement et juste après, les restaurateurs s'étaient associés, non, justement pour lutter contre ces plateformes. Moi, je me souviens d'un reportage où un restaurateur les restaurateurs, ils se sont surtout associés pour faire des affaires, parce qu'ils ont voulu eux-mêmes faire appel à ces plateformes. Oui. Ils ont voulu eux-mêmes, pas tous, mais la plupart des plateformes, on peut trouver aujourd'hui des chefs étoilés qui font appel à des plateformes. Oui, mais tout ça, ça n'empêche pas le fait que les prix sont tout petits de ces cuisiniers, donc les prix sont tout petits, les charges ne sont pas les mêmes que ceux qui ont pignon sur rue avec des sièges, des fauteuils, des serveurs. On peut vérifier ça justement quand on commande sur des sites comme ça, sur des plateformes, on peut vérifier que c'est un restaurant qui a pignon sur rue. Est-ce que vous le regardez vraiment? Est-ce que vous ne regardez pas plutôt le plat, la confection, le prix et le temps de livraison? On vous dit dans moins d'un quart d'heure, vous avez votre plat. Donc, mais quand même, il y a une régulation. Enfin, Uber, on a eu la même chose avec les VTC, avec tout ça. Et puis petit à petit. Oui, mais parce qu'on s'intéresse aussi au statut que les livreurs, voilà. Il y a les métropoles aussi. La mairie de Paris, par exemple, elle essaie de faire la chasse aux dark kitchen et aux restaurants de ce type, parce que c'est vrai que ils la font, ils commencent à avoir des acquis là-dessus, et ça va probablement pousser ces organismes-là, ces établissements, à réguler un peu au niveau des statuts et puis au niveau de la cuisine. À disparaître, c'est quand même que dans les grandes villes. Ça ne va pas les intéresser, ils risquent de disparaître. Moi, je voudrais qu'on voit un petit extrait justement sur l'hygiène dans ces dark kitchen. Comme ça, voilà, on a tous allé vérifier l'adresse du restaurant. Et voici le royaume du burger au poulet. Derrière la porte orange, c'est l'Italie, mais sans italien au fourneau. Ouais, vous êtes prêts pour ce soir? Allez, j'ai mon short, c'est chaud. Ce qui est chaud, c'est surtout l'hygiène, pas vraiment au top. Regardez plutôt cette gazinière.
ce n'est pas la responsabilité du patron des lieux. Lui s'occupe plutôt de la division du travail. Bon appétit, j'ai envie de dire. 18h32, si vous préparez le repas des enfants, bonjour, quoi. Ça donne pas envie. Hein. Mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Alors, il va y avoir des contrôles parce que, évidemment, ce type de reportage amène les services de l'hygiène de la préfecture à s'intéresser et à faire des enquêtes véritablement sur ces lieux. Mais il s'avère que les mêmes frigidaires abritent plusieurs cuisines. Donc, et vous n'avez pas ce qu'on appelle des produits tests. C'est-à-dire que s'il y a des bactéries et si quelqu'un est empoisonné, comme on n'a pas le produit test dans le réfrigérateur, on ne sait même pas comment a été préparé le produit. On n'a pas la traçabilité du truc. Exactement, on n'a pas la traçabilité. On ne sait pas, on n'a pas de date limite de consommation qui sont indiquées. Donc pourquoi faire? C'est Gilbert Montagnier qui cuisine le malheureux. C'est-à-dire Gilbert Montagnier. Non, mais c'est un aveuglement total. C'est un aveuglement total. D'abord, je vais vous écouter, Mathieu, mais qui a déjà eu une intoxication alimentaire après avoir commandé? Moi, avec le burger qu'on a vu au poulet. Non, j'ai reconnu la marque. C'est vrai. C'était toi derrière le reportage. Mais moi, il y a une question que je voudrais te poser, Roland. On a l'impression qu'en France, il faut que des journalistes mettent la lumière sur un problème pour qu'on puisse prendre la moindre décision. Sinon, c'est l'anarchie totale. Non, en 2022, il y a eu un contrôle important qui a été fait. Plusieurs types plusieurs plateformes de vente ou de proposition de plats ont été épinglées, elles ont été fermées. Il a été relevé quasiment 49 ou 50 infractions. Autant vous dire qu'ils vont mettre 4 ans avant de se mettre en règle. Donc non, il y a des contrôles, mais je vous dis, c'est compliqué. Oui, bien sûr qu'il y a des sanctions. C'est d'abord la fermeture, c'est des amendes. Mais enfin, ils déposent le bilan, ils ne paieront jamais ces amendes. Donc voilà, mais il y a un contrôle. Isabelle. Et puis, pardon, alors moi, mon mari, son boulot, c'était l'hygiène alimentaire autrefois. Donc il y a des tas de gens dont le travail est de faire et pas de faire savoir. Donc il y a eu des contrôles d'exercer, il y a eu des sanctions, mais ils s'adressaient aux entreprises, ils ne s'adressaient pas aux journalistes. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des scandales qui ont été dénoncés et qui sont passés au travers du filet par rapport aux médias. On va voir aussi de temps en temps. Mais c'est vrai. Et puis il y a aussi un autre aspect dont on parle peu, c'est les conditions de travail des livreurs. Oui. Ces livres. Regardez cet extrait. Comme beaucoup d'autres sans-papiers, Mamadou n'a pas vraiment choisi d'être livreur. C'est l'un des rares jobs payés à la course que cet Ivoirien de 32 ans peut exercer clandestinement. Là, j'ai une commande. C'est une commande de 4 €. Tacos, déjà, c'est mal payé en plus. Il y a une fois, je me suis fait taper par une voiture. Ils vont appeler l'ambulance. J'ai même pas accepté. Parce que t'as pas le temps, tu veux. Et en plus, quand la police va venir, ils vont te demander pièce d'identité. C'est compliqué. Mais pourquoi, effectivement, l'État, il n'y a pas plus de contrôle aussi sur les livreurs? Alors, au début, de la nourriture, les livreurs travaillent dans des conditions épouvantables, n'ont pas de papier. Alors, au début, ces plateformes de cuisine qui n'étaient pas rattachées à un restaurant, ils ont fait appel à des entreprises qu'ils payaient très bien. C'est des prestataires de services qu'ils payaient très bien parce qu'ils voulaient mettre en place véritablement le service de qualité, livraison à temps. Donc, ils ont eu un vrai noyau de clientèle et ils ont payé. Et c'était des salaires et des rémunérations qui pouvaient être parfaitement acceptables. En tout cas, ceux qui travaillaient recevaient une rémunération acceptable. Bah oui. Mais ensuite, il s'est avéré qu'il a fallu accélérer le processus pour gagner beaucoup plus d'argent, parce que là, ils en perdaient véritablement. Et en gagnant beaucoup plus d'argent, eh bien, ils ont commencé à faire appel à des entreprises qui ne déclaraient plus leurs salariés ou qui faisaient appel à des salariés. Comme ce n'était pas un emploi très rémunérateur, bah, les gens, les étudiants, ceux qui travaillaient se sont désintéressés de ce travail. Et donc, ils ont été chercher une main-d'œuvre qui était vulnérable et qui acceptait de travailler dans des conditions illégales. C'est ça qui est triste, en fait. C'est l'hameçonnage, en fait. C'est comme le début, je ne sais pas si c'était la marque, mais des VTC, quand on a eu le truc qui est censé être au-dessus, hein, ça veut dire au-dessus en allemand. Bon, au début, c'était vraiment au-dessus. Il y avait les mecs en costard-cravate, ça sentait bon, les voitures étaient propres, c'était sympa, ils vous ouvraient la porte, ils vous disaient bonjour, il y avait les bonbons. Au bout de un an et demi, les voitures dégueulasses, les mecs qui puent, les machins, pas bonjour, etc. Le truc s'est pété la figure comme ça. Et c'est pareil pour les livreurs, en fait. C'est exactement la même chose. Maintenant, moi, ça me fait de la peine pour eux parce qu'ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas d'assurance. Oui, mais ils ont quand même une manière de subsister. Ce qu'il explique le type, en fait, dans le reportage, c'est que c'est la course contre la montre, c'est d'accepter le plus possible de courses, et ça crée une espèce de misère, en fait, et de misérabilisme sur lequel on exploite. Mais s'ils n'ont pas ça
alors qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai été cambriolée par un livreur, voilà, comme ça, parce que justement, ils prennent des mecs, ils vérifient pas les papiers, ils vérifient pas d'où ils viennent, ils vérifient pas le casier. C'est vrai qu'ils ont vos codes, votre adresse, ils ont pas les clés. C'est ça le problème. Il s'avère que alors, ce n'est pas ces plateformes-là qui vont vendre évidemment ces listings, mais ceux qui vont travailler un temps vont avoir un certain nombre de numéros de téléphone. Ils vont avoir des codes d'immeubles. Ils ont les codes d'immeubles, ils ont tout. Et ils peuvent appeler, par exemple, on a tous un enfant qui est parfois chez nous le mercredi après-midi. On lui dit, est-ce qu'on sonne à l'interphone? C'est Amazon. On a toujours un paquet Amazon. Qui ne se fait pas livrer par une plateforme comme Amazon? Eh bien, vous ouvrez, ils ont le code, ils arrivent chez vous et ils ont le téléphone du gamin. On se demande comment ils ont le téléphone. Mais ils ont le téléphone parce que toutes ces plateformes ont vendu, en tout cas ceux qui ont travaillé, ont vendu ces listes de numéros de téléphone. Mais en même temps, c'est notre faute aussi. On doit, à mon avis, interroger nos propres pratiques. C'est-à-dire, pourquoi je me ferais livrer un repas que je peux moi-même aller chercher 500 mètres de chez moi? Damien, ça va. Quand on rentre à 20h, 21h, qu'on n'a rien à manger, ça arrive de commander. Vous participez à ce genre d'expérience? Je peux avoir votre téléphone pour aller chercher un petit plat pour nous? Non, ça va, Damien. On en reparlera. Franchement. Jamais, parce que moi je mange des œufs crus, donc je peux pas le faire. Ah bon, mais voilà. Non, si on a, voilà, ça peut arriver de commander. Voilà, parfois c'est bien pratique, mais il faut que de lui. Il faut réguler. C'est ça. Mais on ira vérifier ce soir si quand il rentre chez lui après en train, il va faire ses il a préparé la cuisine. Le repas est prêt, je mets les pieds sous la table. Ah, le repas est prêt, voilà. Écoutez, c'est franchement. brocoli. Ouais, c'est brocoli. On va parler de Jean-Jacques Goldman.